Le député écologiste de Loire-Atlantique et vice-président de l'Assemblée nationale est mon invité ce matin. Bonjour François de Rugy. Bonjour. François Hollande qui préfère aller au théâtre plutôt que de regarder le deuxième débat de la primaire et qui ne votera pas dimanche prochain au premier tour de la primaire parce qu'il sera au Chili. Il prend quoi, le président de la République, sa revanche? Non, je crois qu'il prend du recul. Il s'est retiré de la compétition de la primaire, qui pourtant avait été organisée plutôt selon son calendrier, selon ses desiderata, mais il a fait le choix de ne pas se présenter, donc ça peut se comprendre qu'il ne veuille pas d'une façon ou d'une autre s'en mêler. Mais là, il marque un désintérêt presque, c'est même pas ne pas s'en mêler, là c'est vraiment, je montre que... le débat ne m'intéresse pas plus que ça, oui, quoi. Enfin, moi, ça ne me choque pas qu'un président de la République, en exercice, car il est à finir son mandat jusqu'au bout, qui a décidé de ne pas se représenter, qu'un président de la République dise « je ne passe pas toutes mes soirées où il y a des débats devant ces débats », alors que tout le monde sait qu'il aurait pu être éventuellement parmi les 7 candidats, ça me paraît assez logique, et humainement et politiquement. Ça va quand même avec la petite phrase qu'il a faite au Mali, où il parle d'un goût d'inachevé qui aurait pu justifier d'autres prétentions, laissant entendre qu'il aurait peut-être pu se représenter. Vous pensez qu'il a des regrets ou de toute façon c'est pas le sujet pour vous? C'est pas le sujet pour moi. Qu'il ait des regrets, c'est possible, parce que le connaissant, je sais qu'il aurait sans doute eu envie de concourir à nouveau, mais il a fait un choix lourd, assez sage, responsable, sans doute difficile pour lui, mais qui est un choix, encore une fois, qui montre une certaine hauteur de vue, un certain sens des responsabilités. Donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Maintenant, on est en train d'écrire une nouvelle page. Et alors cette nouvelle page, justement, lorsque vous voyez la presse qui évoque, dans l'entourage de François Hollande, un soutien, une affinité de plus en plus prononcée pour Emmanuel Macron et peut-être un soutien du président qui a été démenti. Voilà, il y a eu un quiproquo dessus, il y a eu un petit couac. Si François Hollande il se met à soutenir Emmanuel Macron, c'est quoi? Il parasite, il dynamite la primaire, il favorise la recomposition de la gauche? Ce serait un coup fatal. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que sur cette élection présidentielle, sans doute c'était pareil pour les précédentes, mais on l'a oublié, un certain nombre de commentateurs, de journaux veulent écrire le scénario et voudraient l'écrire à l'avance, et y compris donner le dernier épisode du film dès maintenant. Ils voudraient déjà donner le vainqueur de l'élection présidentielle, il fallait donner le vainqueur de la primaire de la droite avant qu'elle ait eu lieu. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, chaque étape est une nouvelle étape pour l'élection présidentielle. La primaire de la gauche, elle est en train de se dérouler. Nous avons le vote dimanche prochain pour le premier tour. Respectons celles et ceux qui viendront voter. Respectons leur liberté de choix. Ensuite, il y aura le deuxième tour. Ensuite, il y aura la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et ensuite seulement, il y aura le deuxième tour. Respectons-les, faisons les choses dans l'ordre. Et sans même parler alors du choix ou non de François Hollande, dans ces débats, il y a eu des nombreuses critiques qui ont été portées sur François Hollande, sur son quinquennat, sur son bilan. Est-ce qu'à force de taper, entre guillemets, sur son quinquennat et son bilan, vous risquez pas de favoriser des électeurs qui seraient intéressés de se pencher chez Emmanuel Macron, qui lui est beaucoup plus nuancé et qui retient ses coups à l'égard du chef de l'État? Il y a un risque ou pas? Emmanuel Macron, il a quitté le gouvernement à la fin du mois d'août dernier parce qu'il a dit qu'il était en désaccord et qu'il sentait que les idées qu'il voulait mettre en œuvre, il ne pouvait plus le faire au sein du gouvernement et que cela faisait plusieurs mois qu'il constatait trop de divergences pour pouvoir rester au gouvernement. Donc, mais dans sa campagne, il retient quand même ses propos. On sent justement, il ne faut pas être dans la tactique ou dans des positionnements de circonstances. Moi, depuis le début du mandat de François Hollande et depuis le début de cette campagne pour la primaire, je dis la même chose. Je ne suis ni un béni oui-oui. Les discours sur ça va mieux qu'on nous avait sortis il y a quelques mois, je trouvais ça vraiment ridicule par rapport à ce que vivent les Français. Et je ne suis pas non plus dans le dénigrement systématique. Je me souviens d'un candidat à la primaire qui disait le bilan est indéfendable. Non, il y a des choses dans le bilan qui méritent d'être défendues. Je trouve d'ailleurs que dans ces débats de la primaire, c'est un petit regret que j'ai, on ne commence pas assez par dire voilà, sur le bilan, pour solder les 4 années et demie écoulées et pour préparer l'avenir. Voilà, dans ce qui a été fait, ce qui est positif, ce qui n'est pas positif,
aussi ce qui n'a pas été fait. Et voilà ce que nous proposons de faire pour réussir à faire des choses qui n'ont pas été faites. Vous parliez d'un goût d'inachevé. Moi, j'ai un goût d'inachevé. Non, c'est François Hollande qui en a parlé. Mais moi, j'ai un goût d'inachevé, comme beaucoup de Français, par rapport à un certain nombre de réformes qui auraient pu être engagées et qui ne l'ont pas été. Alors justement, lorsque vous parliez de défendre plus ou moins ce bilan, c'est justement sur ce point-là que vous distinguez un peu des autres candidats. D'ailleurs, avec Sylvia Pinel également, qui évoque également ce bilan. Et parmi le bilan de François Hollande, sur la loi travail, vous dites que vous, en l'état, vous l'acceptez cette loi. Vous dites que si, dans votre programme, vous en feriez une loi expérimentale sur 5 ans pour, allez, je le dis simplement, faire le bilan, ce qui marche et ce qui ne marche pas, voir ses effets. Aujourd'hui, justement, c'est ça qui vous rapproche peut-être d'un Manuel Valls ou des autres candidats des autres candidats? Moi, je souhaite que les uns et les autres fassent preuve d'un peu de constance. Moi, j'ai été député depuis 2012. J'avais même été avant, sous Sarkozy, en député d'opposition. Je suis prêt à répondre de mes votes, de mes prises de position à l'Assemblée nationale en tant que député. J'aimerais bien que les uns et les autres fassent de même. Par exemple, quand ils étaient ministres, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, ils ont soutenu, Vincent Peillon également, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il a été mis en œuvre à la fin de l'année 2012 et il venait juste d'être ministre. Ils l'ont complètement oublié et maintenant ils le remettent en cause. Moi, j'assume pas assez leur part de responsabilité. J'ai dit que j'assumais, que s'il y avait eu un vote, j'aurais voté pour. J'entends les critiques, les inquiétudes, surtout des Français, plutôt que les critiques de la gauche politique ou syndicale, les inquiétudes des salariés. Et je leur dis, faisons le bilan. Moi, je ne crois pas que ce sera le cataclysme que certains nous annoncent, comme ils annoncent le cataclysme à chaque réforme. Et puis surtout, je suis de ceux qui pensent qu'on crée des emplois dans les entreprises. Et que c'est dans les entreprises que ça se passe. Et qu'on ne peut pas entretenir un conflit permanent entre patrons et salariés, entre employeurs et employés. Et donc, je pense que le dialogue social dans l'entreprise est quelque chose de positif. Et puis, s'il y a des dérives ou des choses qui ne marchent pas, je dis en effet, au bout de 5 ans d'application, on révisera. Vous défendez donc le positionnement social-démocrate de François Hollande, son virage qu'il avait annoncé. Juste pour revenir à ce que vous disiez... Moi, je l'ai toujours été. Moi, c'est pas un virage pour moi. Vous estimez que Montebourg, Hamon et Peillon n'assument pas assez leur part de responsabilité dans le bilan de François Hollande? Vincent Peillon l'assume plutôt, mais il a été ministre pendant 2 ans. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, ils ont été ministres pendant 2 ans et demi. Ils ont même contribué à ce que Manuel Valls remplace Jean-Marc Ayrault. Et ils ont eu, à ce moment-là, des lourdes responsabilités, ministre de l'économie pour l'un, ministre de l'éducation nationale pour l'autre. Ils ne peuvent quand même pas expliquer qu'ils ont découvert la ligne sur la politique économique suivie par François Hollande. Ils ne l'ont pas découvert à ce moment-là. Ils étaient membres du gouvernement depuis 2012. Donc moi, je pense que là, c'est quelque chose sur lequel ils ne s'expliquent pas sur le fait d'avoir accepté cette ligne en 2012, lorsqu'elle a été mise en œuvre au début, puis les différentes étapes du pacte de compétitivité, etc., puis la constitution d'un nouveau gouvernement autour de Manuel Valls en 2014, et puis brutalement le fait d'en démissionner. Allez, François de Rugy, autre élément qui est au cœur de votre programme, c'est l'écologie, forcément. Vous prenez 100% de renouvelables d'ici à 2050 et donc le maintien de la baisse de la part du nucléaire dans l'électricité à 50% d'ici à 2025. En 2014, on était à 77% selon RTE. Et pour arriver à 50%, la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2016, estimait qu'il fallait fermer l'équivalent de la production de 17 à 20 réacteurs nucléaires sur les 58 que compte la France. Alors ça y est, c'est dans la loi de transition énergétique. Maintenant, concrètement, comment vous faites? Quelle centrale est-ce que vous fermez? Quel est votre calendrier? Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui travaillent dans ces centrales? Je suis le seul candidat, en effet, à donner comme perspective 100% d'énergie renouvelable. 100% d'énergie renouvelable parce que c'est zéro déchet nucléaire, zéro émission de CO2, donc zéro effet sur les gaz à effet de serre et le dérèglement climatique. Donc ça, c'est le défi énergie-climat. Mais c'est aussi un défi, au-delà de l'écologie, économique. C'est utiliser les potentiels que nous avons en France. C'est produire de l'électricité made in France, avec nos technologies que nous avons aujourd'hui dans l'éolien, dans le solaire, dans la biomasse, dans l'hydroélectricité, dans la filière bois-énergie, les énergies marines, avec une filière industrielle qui est en train de se créer, avec des PME, avec des industries, avec des emplois partout sur le territoire, des emplois dans des industries, des emplois dans des PME, des emplois même dans l'agriculture. Et par ailleurs, je suis le seul à le dire, il ne suffit pas de fixer des objectifs, il faut le mettre en œuvre avec les salariés d'EDF et leur tenir un langage de vérité. Oui, on va fermer des centrales. Et oui, c'est logique, c'est une simple règle de 3. Il y a 58 réacteurs en France. Si vous voulez arriver à baisser la part du nucléaire d'un tiers d'ici 2025, il faut fermer un tiers des réacteurs. Ça, c'est le bon sens même. Et donc, je dis aux salariés d'EDF, on va le faire.
Parce que c'est pas la peine de leur dire qu'on va rien changer si on veut faire une transition énergétique. On va le faire. Et deuxièmement, on va le faire ensemble et vous serez 100% reclassés et reconvertis. Et moi, je suis même d'ailleurs dans ce cadre-là pour reprendre la main sur EDF et à ce moment-là, en faire EDF vraiment l'outil de la transition énergétique. Et vous faites comment pour garantir ce reclassement des employés? Ce sera de la formation, ce sera quoi? Bien sûr, et le développement des énergies renouvelables crée beaucoup plus d'emplois que le nucléaire. C'est facile à comprendre. Le nucléaire, c'est une industrie de production électrique par l'investissement dans les machines. C'est des très grosses machines qui coûtent très cher, 9 milliards d'euros pour l'EPR de Flamanville qui n'a toujours pas produit un seul kilowattheure. Tandis que les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus une part de travail humain, encore une fois, depuis des ouvriers de l'industrie jusqu'à des artisans installateurs et ensuite des salariés qui font l'entretien. Et donc ça crée 6 fois plus d'emplois en moyenne que le nucléaire. Merci François de Rugy. Je rappelle, candidat à la primaire de la gauche.